Les premiers Mirage 2000 seront livrés à l'Ukraine dès le premier trimestre 2025. En parallèle, la formation des pilotes et des mécaniciens ukrainiens continue. Ça change pas. Qu'est-ce que ça change sur le front, l'aide française dans le ciel, hein? Oui, ça renforce encore. Il y avait les F-16 déjà donnés par d'autres pays de l'Alliance. Alors avoir en plus des Mirage 2000, c'est très bien. Ensuite, il y a toujours le problème qu'il vaut mieux avoir quand même le plus possible d'avions similaires, ce qui simplifie les questions de logistique, d'entretien et tout. Mais c'est très bien d'avoir des Mirage 2000 qui sont d'excellents avions. Par ailleurs, la France a fait des efforts. On aussi, Sébastien Lecornu a annoncé que 300 millions d'euros, qui étaient les intérêts des actifs russes gelés, allaient être consacrés à l'achat d'armement, et notamment on va aussi leur envoyer 12 canons César, qui sont un excellent canon. Donc voilà, il y a tous ces efforts. C'est important de le faire maintenant. Il ne faut pas oublier que le risque d'une victoire de Trump à la présidentielle américaine est réel, toujours même plus réel, et que donc il s'agit de faire ce qu'on a même créé un néologisme, le Trump-proof, c'est-à-dire imperméable à Trump, c'est-à-dire de sanctuariser au maximum certains contrats, certaines livraisons d'armes, certains accords pour le déblocage de fonds, pour faire en sorte que l'Ukraine ne se retrouve pas à court, parce que l'idée est toujours celle d'avoir malgré tout, d'instaurer le rapport de force le plus favorable possible pour de futures négociations. Mais ça signifie, pour arriver à ça, surtout a fortiori si Trump est élu, qu'il y ait vraiment beaucoup de matériel et qu'on aide réellement l'Ukraine face à la Russie pour que Poutine comprenne qu'il ne pourra pas y arriver militairement. C'est la preuve que la France ne lâche pas l'Ukraine ? Ah oui, là c'est une preuve tangible. Après, la question c'est entre le calendrier et la réalisation de ce calendrier. Là c'est prévu pour janvier 2025, si je comprends bien. Il va falloir le temps de former les pilotes. Il faut au moins une bonne année, voire 3 ans, en fonction si ces personnels ont déjà une formation ou pas. Donc ça veut dire que les avions, eux, ils seront délivrés en fonction de la capacité de ces personnels pour pouvoir utiliser ce type d'avion. Donc ça veut dire que ça n'arrive pas tout de suite en Ukraine. Donc ça veut dire qu'il y a encore au moins une bonne année à venir où les Ukrainiens ne pourront pas bénéficier de ces avions, à minima. Oui. Donc on est en train de se réjouir et on a raison de dire, voilà, on fait un effort et on espère que cet effort sera nécessaire. On sait que ces avions, ils seront utilisés dans le ciel ukrainien à dessein pour sanctuariser l'espace ukrainien et éviter que tout ce qui est centrale énergétique, etc., soit en permanence visé et détruit. Donc ça, c'est une bonne chose. Encore une fois, c'est ce qui a été signalé. Il y a 2 écueils. Un, c'est le temps pour délivrer et les hommes et le matériel. Donc encore au moins une année. Donc ça veut dire que 2025, les Ukrainiens n'auront ni les avions ni les pilotes. Donc ça veut dire une année sans cela. Et ça veut dire une année en guerre encore. Ça veut dire qu'on pense que la guerre va continuer, c'est ça ? Ah bah oui, moi je crois qu'il y a même des études qui disaient qu'aujourd'hui, entre le seuil d'attrition de l'armée russe et sa capacité de renouvellement, elle était en capacité de réaménager ce seuil encore pendant 2 ans. Donc ça veut dire qu'ils ont encore 2 ans, eux, de capacité à mobiliser ressources, hommes et logistique. Et nous, on voit qu'on prend des décisions qui sont salvatrices, certes, mais qui vont mettre du temps à être mises en œuvre. Puis la deuxième chose, c'est ce qui a été évoqué par Marc, c'est qu'aujourd'hui, on ne facilite pas, quelque part, toute cette organisation en termes de logistique, parce que derrière, il faut un pilote, mais il faut au moins 10 personnes pour entretenir cela. Donc ça veut dire des personnels en plus à former, terriblement techniques, pour pouvoir maintenir ces avions au sol. Donc c'est un vrai challenge, et le vrai challenge pour la France, ce sera de réussir ça dans un court terme, et pas que ça se délaye, et pas que ce soit en 2026, mais bien sur l'année 2025. Et là, je pense que c'est une bonne nouvelle en termes de communication, mais je pense que dans la réalité, les Ukrainiens doivent se dire ça arrive, mais trop tard. Vous voyez. Et justement, mais pourquoi autant d'hésitation ? On a fini par, les Occidentaux ont fini par donner leur feu vert pour les F-16. La France a fini par accepter d'envoyer ses Mirages. Pourquoi il y a eu autant de temps pour livrer ces avions de chasse ? Mais vous avez bien vu que depuis le début, il y a eu ces lignes rouges, il y a eu le fait de ne pas rentrer dans la co-belligérance. On pensait
qu'il n'y aurait pas une telle internationalisation du conflit. On voit qu'aujourd'hui, la co-belligérance est liée avec l'Iran, la co-belligérance est liée avec la Chine, la co-belligérance est liée avec la Corée du Nord. On voit que si demain, et on n'en sait rien encore, mais admettons, ce dont je crois peu en termes de capacité de réalisation, mais que 10 000 hommes venant de Corée, qui seraient des hommes qui aient une réelle expérience, soient délivrés sur le front ukrainien. Mais on voit bien là l'internationalisation ça prend, parce qu'on voit bien que si l'Ukraine fait ça, et que la Corée du Nord est en capacité de délivrer, c'est-à-dire que derrière, il y a un semi-quitus ou un quitus complet de la Chine. C'est-à-dire que la belligérance et les alliances autour de ces conflits deviennent quelque chose qui sortent entièrement du cercle uniquement autour de l'Europe de l'Est et OTAN et occidentaux. C'est quelque chose qui s'internationalise aujourd'hui, et on voit bien aussi au Proche et au Moyen-Orient. Marc Semo. Oui, depuis le début, on y a été reculons, à commencer par Joe Biden, qui tout de suite a dit « no boots on the ground », pas de soldats sur le terrain. Au début, on parlait de casques, d'aide, d'armes défensives. Donc à chaque fois, on y a été reculons, et l'effet absolument était dévastateur, parce que c'était toujours trop peu, trop tard. En même temps, malgré tout, les Américains, l'Union européenne, l'OTAN, on fait le job. C'est pour ça aussi que l'Ukraine a tenu. Mais on lui permet de tenir, on ne lui a jamais permis de réellement gagner. Et c'est la question qui se pose, que pose Volodymyr Zelensky avec son plan pour la victoire, qui en réalité n'est pas un plan de paix à discuter dans le cadre d'une conférence. Mais c'est une liste finalement d'exigences, de besoins, pour permettre à l'Ukraine, justement, d'arriver en position de force à d'éventuelles négociations. Mais c'est crucial, y compris pour l'autorisation d'utiliser, par exemple, un certain nombre de missiles à longue portée pour frapper à l'intérieur du territoire russe, parce que, comme vous le disiez très bien, les Russes n'ont absolument pas de ces pudeurs. Alors, on ne sait pas si les Nord-Coréens seront engagés sur le front ukrainien, mais il est, par exemple, très plausible qu'ils soient engagés sur le front de Koursk, donc en territoire russe, pour la défense du territoire internationalement reconnu de la Russie, ce qui n'est pas la même chose que de les envoyer se battre en Ukraine, même si la Russie dit que c'est territoire russe. Voilà, donc, et ce qui permettrait de soulager, d'envoyer d'autres soldats en renfort dans l'est de l'Ukraine. Donc en réalité, il y a ce mécanisme escalatoire qui est enclenché. Raisonnablement, ça va durer jusqu'à la présidentielle américaine et après, d'autant qu'on ne sait pas ce qui va se passer, que les semaines qui vont suivre vont être assez agitées. Donc cette logique est en train de se mettre en place. Et effectivement, aujourd'hui, la Corée du Nord, ce que n'est pas vraiment l'Europe ni l'OTAN et tout, est co-belligérante. Si elle envoie des hommes se battre sur le terrain sous des uniformes nord-coréens, oui, là, elle devient une alliée de fait et une co-belligérante dans le conflit. Que dit la voix ukrainienne sur ce plateau des Mirage 2000 en Ukraine dans 3 mois il était temps? Oui, on les attend depuis le début. On voulait tout de suite maintenant, et on n'en serait pas là aujourd'hui avec autant de morts civiles et de soldats ukrainiens sur le front si on n'avait pas eu les armes tout de suite. C'est ça, le problème, c'est que la demi-mesure fait des grosses blessures. C'est-à-dire que si on avait dès le départ, non mais attendez, là ça va pas du tout, les contrats internationaux ne sont pas respectés, comment dire, on ne doit pas envahir son voisin sous n'importe quel prétexte, etc. Non, c'est non définitif, on est là et n'avance pas. Si on avait fait ça dès le départ, je pense que Vladimir Poutine n'aurait pas non plus trouvé des alliés. Maintenant, en plus, il a trouvé. On lui a permis finalement, on lui a donné cet élan-là d'aller chercher en plus des amis, quoi. Donc, on lui a donné le blanc-seing pour aller chercher des alliances, etc. Et maintenant, ces alliances-là se retournent contre nous. J'ai pas envie personnellement que l'Ukraine tombe, que les Ukrainiens soient enrôlés dans une guerre contre nous, parce que là, on a dit bah oui, on peut faire n'importe quoi. Et résultat des courses, qui nous dit pas que dans le monde entier, il va pas y avoir un autre pays, qui va vouloir dépasser les frontières et puis se dire finalement j'ai le droit de tout faire. C'est ça le